Vous la connaissez tous, en tout cas, vous avez forcément entendu parler d'elle ou de sa famille. C'est Sylvia Marouani, la sœur du Rav Joseph Sitruk Zichrono Livracha. On est ravis de l'accueillir parce qu'elle fait partie, on va dire, de notre histoire. Elle était en Israël déjà en 1966. Elle a passé de nombreuses étapes dans ce pays, à tous les niveaux, avec tout le peuple d'Israël. Et c'est un plaisir, un honneur de la recevoir aujourd'hui. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous. Sylvia Marouani, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, vous êtes la sœur du Rav Sitruk. Voilà, on est ravis vraiment de vous accueillir. Vous êtes co-directrice de la Midreshet Tal. Vous avez enseigné toute votre vie, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et l'hébreu et le Kodesh. Absolument. C'est ma vocation et je suis très heureuse de pouvoir la réaliser sur la terre d'Israël. Qui plus est. Alors, vocation qui avait été décelée par le rabbin Naouri, voilà, que vous avez bien connu et qui, on peut dire, a convaincu votre père à l'époque, en 1966, vous étiez toute jeune, de vous envoyer passer un an et demi en Israël pour, on va dire, apprendre et pouvoir retransmettre après, retourner à Nice où vous aviez grandi pour enseigner. Tout à fait. J'étais encore donc au lycée lorsque le rabbin Shaul Naouri Zichrono Livracha est venu demander à mon père de me laisser partir pour recevoir une formation pédagogique afin de pouvoir enseigner de manière professionnelle et dans les Talmud et Torah et dans les écoles juives qui commençaient à peine à naître et bien sûr aider dans la communauté juive, en particulier la communauté de Nice dont je faisais partie à l'époque. Alors, votre père qui n'était pas, on va dire, un fervent défenseur d'Israël, qui était très intéressé par Israël, mais pas non plus un sioniste, on va dire, avéré, vous a quand même laissé partir. C'est étonnant parce que vous étiez... Il m'a laissé partir parce que en entendant, en écoutant le rabbin Naouri, il a immédiatement ressenti et repéré, si vous voulez, cette aptitude que j'avais à l'enseignement. J'avais commencé à enseigner au Talmud Torah, j'avais à peine 15 ans. Et donc, mes parents me reconnaissaient dans cette démarche-là de chercher ma place dans le monde de l'enseignement. Mmh. Donc, automatiquement, mon père a été d'accord, malgré l'effort exceptionnel que cela a demandé à toute la famille, bien sûr. Oui, parce qu'à l'époque, en Israël, c'était pas du tout un pays ultra développé comme on connaît aujourd'hui. Je crois que vous cherchiez les savonnettes. Mes parents m'envoyaient des savonnettes, du dentifrice, des collants, enfin toutes sortes de petites choses que j'avais moi-même du mal à trouver ici et qui étaient rarissimes, on peut le dire. Ouais, qui étaient rarissimes. Alors, vous avez passé 1 an et demi et forcément, on arrive à l'année charnière, l'année 67, qui a bouleversé les Juifs du monde entier, le monde entier, je crois, et vous avez vécu ça de plein fouet, on va dire. Complètement. Écoutez, je l'ai vécu à plusieurs niveaux. Évidemment, au niveau personnel, inutile de vous dire que nous étions plongés dans une formation pédagogique toranique avec des rabbinim d'exception. J'en ai pris conscience même plusieurs années après, et en particulier quand j'ai fait mon Aliyah. Donc, au niveau personnel, je vous dis honnêtement, nous n'étions même pas conscients qu'une guerre était en train de se préparer. Nous étions tellement plongés dans l'étude que nous ne vivions pas à l'extérieur de l'établissement qui nous accueillait. Mais en revanche, au niveau national, on sentait bien dans les rues et partout autour un bouillonnement qui était en train de prendre des proportions vraiment importantes. Et lorsque on nous a annoncé au mois de juin, donc 67, que la guerre était sur le point d'arriver,
Nous n'avons pas été prises de panique, tous. Nous étions un groupe de jeunes du monde entier. J'étais la seule Française. Il y avait des Français, mais pas de filles. Et nous n'avions même pas eu le temps d'avertir nos parents, puisque à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui. Non, c'était une autre vie. Et donc, j'ai vécu, disons, dans la dimension nationale, quelque chose d'unique qui m'a définitivement attachée à mon pays. Et sans que vous vous rendiez compte sans m'en rendre compte. Ouais, mais ça vous a tamponné au fer rouge, on va dire. Complètement. Et je vous dis honnêtement, lorsque tout de suite après la guerre des 6 jours, vous avez vécu vraiment les bombardements de Jérusalem, parce que c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais Jérusalem a été bombardée dans les Miklatim. Vous en avez gardé un petit souvenir d'ailleurs. Je crois que vous avez eu un traumatisme sonore. Comme tout à fait, Nahon. J'en souffre jusqu'à présent. Il s'est aggravé évidemment depuis 1967. Mais c'était vraiment là, quoi. Enfin, bref, c'est une période que vous ne pourrez pas oublier. Ah non. Elle est définitivement gravée dans ma mémoire, dans mon cœur, dans mon expérience de vie. C'est quelque chose d'unique et qui a une dimension historique que moi-même je ne mesurais pas. Et juste, je me permets ici de vous raconter quelque chose qui est quand même exceptionnel. Nous avons été, avec le Machon Gold dont je faisais partie, un des premiers groupes qui est arrivé sur l'esplanade du Kotel, qui a été ouverte au grand public, tout simplement parce que c'était Shavuot. Et donc, pour la première fois depuis l'exil du deuxième temple, des Juifs ont été autorisés à aller prier au Kotel en groupe, de manière officielle, avec une autorisation de l'armée, une autorisation du ministère de l'Éducation nationale, une autorisation du ministère de l'Intérieur, et tout le monde montait. C'était vraiment Aliyah la Regel, comme on l'appelle, n'est-ce pas, en hébreu. Et les gens affluaient de toutes les directions vers le Kotel. Je peux vous dire qu'on ne peut pas retenir ses larmes. C'était une émotion qui était absolument palpable dans l'atmosphère. Oui, complètement. Vraiment, c'était... Comment ne pas s'attacher au pays après une expérience pareille? Vous êtes attaché au pays, ça c'est clair, puisque vous avez mis un peu de temps à revenir. Vous êtes reparti en France, mais 14 ans après, vous êtes revenu en Israël. Alors, inutile de dire que lorsque vous êtes reparti après cet épisode-là, vous avez été accueilli dans votre famille comme une héroïne. Tout à fait. Je suis rentrée comme une héroïne de guerre, absolument. Voilà. Et donc, j'étais contente de revoir mes parents que je n'avais pas vus depuis que je les avais quittés. Un an et demi, absolument. Ouais. Et donc, c'était pour moi quand même un grand bonheur de rentrer chez eux à la maison. Et je me suis mariée peu de temps après. Je pensais que nous allions faire notre Aliyah, mais cela nous a pris 14 ans avant de revenir. Bon, vous n'êtes pas la seule, il y a des gens à qui ça arrive aussi. Alors, en 83, vous revenez en Israël. Comment est pris cette Aliyah? Vous aviez 5 enfants. Qu'est-ce qu'en pensaient vos parents, vos frères, votre frère, le Rav Sitruk? Écoutez... C'était quand même précurseur à l'époque. Je vais vous dire, c'est une marmite qui était à petit feu depuis déjà une bonne quinzaine d'années, sinon plus. Et mes parents savaient très bien qu'un jour ou l'autre, je les requitterais pour venir ici, je replanter mon propre arbre. Et effectivement, malgré les années qui sont passées, j'étais la sioniste de la famille. C'est ça. Comme vous étiez la seule à être au Bnei Akiva et que tous les autres étaient aux EI, vous étiez toujours à part. Et j'ai toujours été une inconditionnelle d'Israël, peu importe ce qui se passait dans le pays, même si ça ne convenait pas aux concepts familiaux et à l'image qu'on se faisait d'Israël. Pour moi, Israël, c'était vraiment notre pays qu'on devait regagner, retrouver le plus vite possible. Vous savez,
avez d'ailleurs apporté votre pierre à l'édifice de la construction d'Israël, puisque vous avez eu 5 enfants. Pas tous sont nés ici, mais la plupart d'entre eux, en tout cas les garçons, ont fait l'armée. Donc c'était important de le préciser, parce que ça a été une période longue, on va dire, parce que pendant 10 ans, vous avez eu ou tous vos fils à l'armée, ou un après l'autre. Ça a changé votre vie ? Complètement. Je pense que nous sommes devenus véritablement israéliens lorsque nos enfants ont intégré l'armée. Et toutes ces années qui ont provoqué chez nous beaucoup de soucis, de questionnements, en même temps un intérêt immense de tout ce que faisait Tsahal, l'armée d'Israël, et apprécier leur évolution, comment ils sont devenus des hommes, ces 3 garçons, mes 3 garçons. Vous les avez vus se transformer à l'armée ? Ah oui, absolument. C'était impressionnant. C'était une métamorphose aussi bien pour eux que pour nous, qui a contribué à nous rendre israéliens à 100%. Et ça veut dire quoi, devenir israélien à 100%? Ça veut dire vibrer au son des actualités, avoir les actualités en permanence. Ça veut dire être solidaire de tout ce qui se passe. Oui, je pense que c'est ça. Se sentir israélien, c'est se reconnaître à travers tous les événements qui peuvent se dérouler dans le pays, qu'on soit d'accord ou pas. Ça n'avait pas d'importance. Vous savez, Israël, je considère qu'Israël, la terre d'Israël est un pays de vérité. Et on est obligé de se positionner ici. Alors, à travers l'expérience de l'armée, qui parfois, évidemment, a été très difficile parce qu'il y a eu des guerres pendant cette période-là. Donc vous êtes beaucoup angoissée. Oui, beaucoup. Je me suis angoissée comme n'importe quelle maman l'aurait fait. Sûr, mais oui, n'est-ce pas évidemment. Mais j'ai toujours été sereine au fond de moi, en pensant d'abord que nous faisions notre devoir, nous remplissions notre devoir. Nos enfants eux-mêmes sont devenus un exemple pour nous. C'est beau de dire ça. Nous n'étions plus leur seul exemple. Et l'armée et leur devoir national étaient devenus quelque chose qui était plus fort que tout le reste dans leur vie. C'est-à-dire que la période de l'armée pour un jeune homme, c'est prendre conscience qu'on n'appartient plus à ses parents seulement, mais on appartient à un pays, à une armée, à une force, et on ne peut plus jamais s'en séparer. Mmh. C'est quelque chose qui s'introduit en eux et qui les transforme en même temps. C'est magnifique de voir ça. Cette métamorphose a été pour nous vraiment une expérience très très belle et très profonde. Et c'est ce qui expliquait vraiment notre position inconditionnelle par rapport à Israël. Est-ce que c'est votre sionisme, votre exemple, qui a un peu insufflé peut-être un changement de position chez le Rav Joseph Sitruk, qui on sait a envoyé ses enfants étudier en Israël, etc. Est-ce que c'est vous qui avez été la frondeuse je me permettrais de dire que oui. D'une certaine manière, c'est évident qu'il était beaucoup plus simple pour mes frères et sœurs qui ont envoyé leurs enfants ici, lorsque je me trouvais déjà, bien sûr, sur place. C'est le port d'attache. Absolument. Je me suis donc retrouvée la maison familiale pour tous ceux qui venaient en Israël. Et les enfants, tous mes neveux se sont sentis chez eux, un petit peu chez eux. Ah, vous l'avez fait avec vos neveux, mais vous le faites aussi beaucoup avec vos élèves. Vous le faites avec tout le monde, en fait. C'est vrai. Ma maison est ouverte comme celle de mes parents était ouverte à Nice. J'ai grandi avec une maison, avec une porte de maison qui ne se fermait jamais. Ouais. Alors, évidemment, on pourrait vous parler avec vous très longtemps, vous poser beaucoup de questions sur l'éducation, sur ce que vous pensez de l'Alia de France aujourd'hui, sur les défis qui sont posés par cette Alia à l'État d'Israël. Qu'est-ce qui fait pour vous, quels sont les facteurs qui sont importants pour réussir une Alia ? Je vois essentiellement 2 facteurs qui sont, je pense, complètement objectifs et qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Le premier facteur, c'est d'abord de comprendre que Israël est la destination
de vie de chaque juif qui est exilé dans ce monde. Il est temps que tout le monde rentre à la maison, bien sûr. On connaît cette formule extraordinaire de se sentir à la maison. Mais je pense qu'il y a une démarche qui doit se faire en chacun d'entre nous pour réellement comprendre ce que Israël doit représenter pour nous. Et lorsque quelqu'un décide de faire son aliyah et sait que c'est ici qu'il doit vivre, qu'il soit d'accord ou non avec ce qui se passe dans le pays, qu'il ne s'identifie pas à 100% à la vie de tous les jours, à la politique, à tous les événements, cela n'a aucune espèce d'importance. Il faut que lui vienne pour s'intégrer dans ce pays au-delà de toutes les divergences d'opinion qui peuvent exister. C'est extrêmement important de voir Israël comme vraiment la maison de chacun où il est grand temps de rentrer. Et deuxième facteur qui aussi à mes yeux est important, c'est de préparer son aliyah. De la préparer de manière matérielle, spirituellement aussi. Et spirituellement et psychologiquement. En s'investissement, réellement, on n'improvise pas une aliyah. Une aliyah improvisée ne peut pas être une aliyah réussie. Alors, il faut y penser pendant des années auparavant. Une bonne année avant, si on s'investit dans la préparation, je pense qu'elle doit être suffisante pour, en tout cas, mettre les fondements essentiels de la réussite. Donc ça, c'est important. Bon, mais ça n'empêche pas de livrer des combats, peut-être, pour améliorer l'aliyah, d'hausser le ton. Parce que c'est vrai que la communauté francophone, en général, ils n'aiment pas trop faire de vagues. Et... Je vais vous dire, je pense qu'un juif dans le monde vit un combat tous les jours, peu importe où il se trouve. Okay. Et je pense que beaucoup de juifs qui ont choisi de changer de pays et d'aller dans d'autres directions qu'Israël ont été prêts à faire des efforts qu'ils ne sont pas toujours prêts à faire lorsqu'ils viennent. Et je pense que c'est regrettable. Et il faut un petit peu réfléchir mentalement, se préparer au fait que lorsqu'on vient ici, c'est pour une aliyah. Et toute aliyah, c'est gravir une montagne, on monte. Monter, c'est un effort. Alors juste pour finir, parce que c'est vrai que on va reparler de la communauté, on n'en a pas parlé, mais la communauté qui vous a accueilli, que vous avez fondée en fait, la communauté d'Emouna sort en campagne pour construire enfin ce bâtiment dont vous deviez déjà parler à l'époque. Donc vous avez connu Emouna à l'époque où Baka, eh bien, voyait des moutons dans les rues, c'est ça, c'était comme ça. Ah oui, il y avait des moutons. Tout à fait. Et des bergers arabes. Nous étions dans le cœur du vieux Baka, qui était très joli et vraiment pittoresque à l'époque, avec les petits troupeaux de moutons qui arrivaient, menés, guidés par les jeunes arabes. Et c'est évident qu'aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de choses. Mais la communauté de Emouna a été effectivement une de nos premières réalisations collectives, bien que dans le monde francophone, à l'époque, c'était exclusivement des francophones qui s'étaient réunis pour créer cette communauté. Et nous croyions tous, les quelques familles que nous étions, peut-être entre 10 et 15 familles que nous étions, nous croyions tous que l'aliyah française pouvait réellement contribuer à construire quelque chose de nouveau et apporter... Absolument, oui. Tout à fait. Et c'est ça qui nous a tous poussés et encouragés à créer donc une communauté nouvelle. Et nous étions adressés à ce moment-là donc au Rav Yehuda Ben Ishai pour lui proposer, à la recommandation de certains rabbanim, lui proposer d'être le Rav de cette communauté. La communauté. Eh bien, vous avez bien fait parce qu'apparemment, ça a porté ses fruits, ça existe toujours. Emouna, ils sortent en campagne. Donc, si vous pouvez aussi les aider,
prier en mémoire de la famille Fogel, voilà, que leur mémoire soit bénie. Eh bien, Amen. vous pouvez, j'en profite, puisque vous êtes là, qu'on en parle. Si on peut leur filer un petit coup de main, ce ne sera pas négligeable, ce sera important. Bon, on pourrait parler encore longtemps, on a plein de choses à se dire, vraiment. Vous êtes une figure, franchement, dans la communauté francophone. Bon, c'est sans regret. Oh là là, si j'en ai un de regret, c'est peut-être celui de ne pas être venu plus tôt. Ah bon, c'est vrai? Peut-être, oui, peut-être. Bon. Je ne sais pas. Dès que je suis arrivée, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Donc, retrouver mon élément, ressentir, écouter, respirer. Ce sont de sages paroles, parce qu'aujourd'hui, vous avez un peu de recul. Je crois que vous êtes maman, mamie et arrière-grand-mère. Tout à fait. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Baruch Hashem, j'ai 2 générations déjà de mes enfants et de ma descendance qui sont nés en Israël. Et c'est une grande fierté, beaucoup d'amour. Ok, merci beaucoup Sylvia Marouani. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.